Ils ont de bien meilleures places que moi, vraiment. Je sais que vous avez une réponse précise concernant vos objectifs pour l'OTAN et l'article 5 aujourd'hui. Nous sommes à leur côté tout au long du chemin. Mais si vous regardez les chiffres, nous sommes avec eux. Et de grandes annonces à faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà voté ou si vous allez le faire. Mais cela fait des années que je leur demande d'atteindre 5%. Et ils vont atteindre 5%. C'est énorme par rapport à 2%. Et beaucoup de gens ne payaient même pas les 2%. Donc je pense que ce sera une très grande nouvelle. L'OTAN va devenir très forte avec nous. Et j'apprécie qu'ils le fassent. Peut-être voulez-vous prendre la parole? Oui, absolument. Permettez-moi d'abord, avant d'aborder la question des dépenses, de souligner que vous êtes un moteur d'action. Vous êtes un homme de force, mais vous êtes aussi un homme de paix. Et le fait que vous ayez réussi à obtenir ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, je tiens vraiment à vous en féliciter. Et je pense que c'est important pour le monde entier. Ensuite, concernant les dépenses, c'est tout à fait vrai. Je veux dire ici que, sans le président Trump, cela n'aurait pas eu lieu. En 3 étapes. Lorsque vous êtes devenu président en 2016-2017, vous avez forcé les Européens et les Canadiens à payer davantage. À ce moment-là, le résultat de cette phase, c'est 1 trillion de dépenses de défense supplémentaires au total de la part des Canadiens et des Européens. Puis est venue la deuxième phase, lorsque vous êtes redevenu président en janvier de l'année dernière. La deuxième étape consiste à que tous les pays qui n'étaient pas encore à 2% se sont désormais engagés à atteindre les 2%. C'est l'ancien objectif fixé au pays de Galles en 2014. 7 n'étaient pas à 2%, certains parlaient de quelque part dans les années 2030, mais maintenant, cette année, tous, y compris le Canada, l'Italie, la Belgique, se sont désormais engagés à atteindre les 2%. Et maintenant, c'est le grand saut. Aujourd'hui, nous allons décider de passer à 5%. Nous devons nous protéger de nos adversaires, mais aussi parce qu'il est juste de s'aligner sur les États-Unis. Avec ces 5%, les Européens et les Canadiens égaliseront leurs dépenses de défense avec celles des États-Unis. Donc il ne s'agit pas que les contribuables américains paient davantage. Il s'agit que les Européens et les Canadiens paient davantage. Et encore une fois, cela ne serait pas arrivé, je le dis vraiment ici, et certains pourraient me critiquer, mais quand je leur parle, ils disent tous « Oui, tu as raison ». Cela ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas été élu en 2016, puis réélu l'année dernière et de retour en fonction en janvier. Merci beaucoup. C'est une grande victoire pour tout le monde, je pense. Et nous serons très bientôt à égalité. Et c'est comme cela que ça doit être. Cela va représenter beaucoup d'argent aussi. Beaucoup pour la défense. Oui, bien. Et nous avons une excellente relation et nous avons eu une excellente relation depuis le début. Un homme très respecté. Et vous savez, nous vous remercions aussi d'être ici, tous autant que vous êtes. Vraiment, c'est sincère. J'ai un groupe de personnes formidables à ma gauche et un groupe de personnes formidables à ma droite. Ils sont peut-être même meilleurs que les miens, en fait. Voyons cela ensemble. Mais nous vous en sommes reconnaissants. Et nous avons eu une relation formidable, Marc et moi. Et nous avons vraiment travaillé sur ce sujet pendant longtemps. Quand Biden était là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, comme tout le reste d'ailleurs. Et maintenant, il faut soit, je suppose, voter aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, nous allons décider à l'unanimité de le faire. C'est ma conviction absolue. Donc, on ne peut pas en parler tant que le vote n'a pas eu lieu, parce que parfois, vous savez, il se passe des choses étranges. Mais je pense que je ne suis pas trop inquiet. Je pense que vous allez très bien vous en sortir. Tout le monde en est très content. Allez-y. Oui, monsieur. Et comment se passe le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël? Je pense que ça se passe très bien. Je pense que ça se passe très bien. Israël est revenu hier. J'étais tellement fier d'eux parce qu'ils sont revenus. Vous savez, ils sont partis parce qu'ils estimaient qu'il y avait une violation. Et techniquement, ils avaient raison, mais ça n'aurait tout simplement pas très bien fonctionné. Et ils ont ramené les avions. Ils étaient partis pour une autre mission parce qu'il y avait eu une petite violation. Et j'ai dit, il faut les faire revenir. Et ils sont revenus, et c'était une très bonne chose. Et ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu as? Bonjour, Katie. Elle est géniale. Celle-ci. Toutes les questions que tu poseras, j'y répondrai. Eh bien, je ferai peut-être mieux de ne pas le dire. Quelle était ta question? Quelle est votre réponse au ministre iranien des Affaires étrangères
qui dit que l'Iran va enrichir l'uranium et poursuivre l'acquisition d'armes nucléaires. Eh bien, je ne sais pas s'ils ont dit cela, mais je vais vous dire, la dernière chose qu'ils veulent faire en ce moment, c'est enrichir quoi que ce soit. Ils veulent se remettre. Et nous ne laisserons pas cela arriver. Premièrement, militairement, nous ne le permettrons pas. Je pense qu'au final, nous aurons une certaine forme de relation avec l'Iran. Je le vois. J'ai eu une relation ces 4 derniers jours. Ils ont accepté le cessez-le-feu. C'était un accord très équitable. Ils ont tous deux dit, ça suffit. Ils l'ont tous les deux dit. Mais non, ils ne feront pas ça. La dernière chose qu'ils veulent faire, Cathy, c'est enrichir. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Ils ne le font pas. Peux-tu imaginer, après tout ça, ils vont dire, oh, allons fabriquer une bombe. Vous savez, il pourrait y avoir un jour dans le futur. Et puis quelqu'un d'autre à notre place dira, ne le faites pas. Et peut-être qu'ils ne le feront pas non plus. Je ne sais pas, mais ils n'auront pas de bombe et ils n'enrichiront pas. Et nous pensons que tout le matériel est là-bas. Nous ne pensons pas qu'ils aient eu suffisamment de temps, parce que sortir ça est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas comme déplacer un colis ou soulever ce tapis et le déplacer. C'est très difficile et très dangereux à faire. Nous pensons que tout est là-bas. Nous avons remporté une victoire énorme, un coup formidable. Et à cause de cela, je ne pense pas qu'ils auraient été là-bas, parce qu'ils savaient que nous arrivions. Quand ils savent que nous arrivons, ils ne vont pas rester à 30 étages sous terre. Donc, non, je pense que c'était vraiment une victoire énorme pour tout le monde, y compris l'Iran. Écoutez, vous savez, ils ont un pays, ils ont du pétrole, ce sont des gens très intelligents et ils peuvent revenir. Israël a été très durement touché, surtout ces derniers jours. Israël a vraiment été frappé très fort. Ces missiles balistiques, vraiment, ils ont détruit beaucoup de bâtiments et ils ont été impressionnants. Bibi Netanyahou devrait être très fier de lui. Et ils ont vraiment été remarquables. Mais ils ne vont pas construire de bombes avant longtemps. Monsieur le Président, quelle est votre réaction face aux renseignements selon lesquels les sites nucléaires iraniens n'ont été que partiellement dévastés et non intacts? Ils ont dit, en fait, c'est ce que disait le rapport. Ça aurait pu être très... Ils ne savent pas. Je veux dire, ils ont fait un rapport. Je pourrais demander à Pete d'en parler parce que c'est son département qui a fait le rapport. Ils ne savent vraiment pas. Je pense qu'Israël va nous informer très bientôt parce que Bibi va avoir des gens impliqués dans toute cette situation. On entend dire que c'était une annihilation. C'était pratiquement une annihilation. Quand on regarde le sol au-dessus, n'oubliez pas que la flamme est entièrement souterraine. Mais tout ce qui est au-dessus, si vous regardez les photos avant et après, tout ce qui est au-dessus est noirci, les arbres, tout. Il y a un bâtiment, mais c'est un bâtiment qui s'est enfoncé considérablement dans le granit. Donc, vous savez, le feu passe juste au-dessus. C'était, je crois, une annihilation totale. Je pense qu'ils n'ont pas eu la chance de sortir quoi que ce soit parce que nous avons agi rapidement. Cela aurait peut-être pris 2 semaines, mais il est très difficile de retirer ce genre de matériaux. Très difficile et très dangereux pour eux de l'enlever. En plus, ils savaient que nous arrivions. Et s'ils savent que nous arrivons, ils ne vont pas rester là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont rester là-dessous. Pete, as-tu quelque chose à dire à ce sujet? Eh bien, monsieur le Président, quand vous parlez aux personnes qui ont fabriqué les bombes, qui comprennent ce que ces bombes peuvent faire et qui les livrent, elles ont atterri précisément là où elles devaient, mission sans faute, exactement à l'endroit où nous savions qu'elles devaient entrer. Et compte tenu des 30 000 livres d'explosifs et de la capacité de ces munitions, c'était une dévastation sous Fordo. Et la quantité de munitions, 6 par site, toute évaluation qui vous dit le contraire, spécule avec d'autres intentions. Et nous le savons parce que lorsque vous regardez réellement le rapport, d'ailleurs, il était préliminaire. Il s'agissait d'une faible confiance. Très bien, donc ce n'est pas vous faites des évaluations en fonction de ce que vous savez, de vos connaissances et de votre expérience. Ils ne le font pas, ce qui est grave, et nous pensons bien plus probablement que c'est extrêmement grave et complètement anéanti. Cela pourrait être très dévastateur, potentiellement très sérieux et avoir des conséquences importantes. Nous avons eu un immense succès, un succès considérable et remarquable. Et ça, c'est le New York Times. Je l'appelle le New York Times en faillite. C'est devenu n'importe quoi. Et CNN, qui, comme vous le savez, n'est regardé que par très peu de gens. Et on pourrait penser qu'il ferait le contraire.
On pourrait croire qu'il voudrait dire que c'était un succès incroyable. Et ce qui me blesse, c'est que c'est vraiment dévalorisant pour les pilotes et les personnes qui ont organisé tout cela, les généraux. C'était une opération parfaite. Et quand on regarde les impacts, et cela a été fait depuis 52 000 pieds, il n'y avait pas de lune, il n'y avait aucune lumière. Et ces 3 impacts sont parfaitement regroupés. Et aussi, et personne n'en parle, nous avons tiré 30 Tomahawks depuis des sous-marins, en particulier un sous-marin. Mais cela se trouvait à 400 miles de là. Et chacun de ces Tomahawks a touché à moins d'1 pied de l'endroit où il était censé frapper. Ils ont détruit de nombreux bâtiments qu'Israël n'avait pas pu atteindre. Nous les avons détruits avec des Tomahawks. On n'en parle même pas. C'était une attaque dévastatrice et cela les a complètement désorganisés. Et vous savez, si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas accepté de négocier. S'ils avaient gagné, si nous ne l'avions pas détruit, ils n'auraient pas accepté de négocier. Quelqu'un m'a dit hier soir, si ce site n'avait pas été dévasté, ils n'auraient jamais accepté de négocier. Marc, avais-tu à ajouter? Tout d'abord, à propos de ce qui concerne le renseignement, c'est ce qu'un informateur vous dit, ce que dit le renseignement. C'est le jeu auquel jouent ces gens-là. Ils lisent l'information, puis ils sortent et la présentent comme ils veulent, et ce sont des informateurs. C'est le jeu auquel ils jouent. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, voici un fait. L'installation de conversion, sans laquelle il est impossible de fabriquer une arme nucléaire. On ne peut même pas trouver où elle se trouvait là où elle était sur la carte. Vous ne pouvez même pas trouver où il se trouvait, car tout est noirci. C'est parti. C'est anéanti. C'est anéanti. Nous avons largué 12 des bombes les plus puissantes de la planète directement dans le trou, à 2 endroits. Tout ce qui se trouve sous cette montagne est en mauvais état. Et je vous renvoie à la déclaration de l'AIEA, monsieur Grossi. Tu sais ce qu'il a dit? Il a expliqué que l'Iran était tel qu'il apparaissait la veille de l'attaque et que son programme nucléaire était tel qu'il se présentait aujourd'hui. 2 choses très différentes. Ils sont bien loin de là où ils étaient il y a seulement 7 jours. Aujourd'hui, tout dans le monde peut être reconstruit, mais nous savons désormais où il se trouve. Et s'ils essaient de le reconstruire, nous aurons également des options là-bas. Mais toutes ces fuites, ces fuiteurs, sont des poignardeurs professionnels. C'est ce qu'ils sont. Ils sortent, lisent ces informations, puis ils vous disent ce qu'elles contiennent en toute illégalité, mais ils les présentent d'une manière totalement fausse. Il n'y a aucune chance que l'Iran vienne à la table des négociations si rien ne s'était passé. C'était une destruction complète et totale. Ils sont dans une mauvaise posture. Ils sont bien plus en retard aujourd'hui par rapport à il y a seulement 7 jours, à cause de ce que le président a fait. Marc, puis-je juste attirer ton attention sur un autre aspect? Donc ce qui est formidable, c'est que vous avez éliminé la capacité nucléaire de l'Iran. C'était crucial. Vous l'avez fait d'une manière extrêmement impressionnante. Mais le message envoyé au reste du monde, c'est que ce président, quand il le faut, oui, c'est un homme de paix, mais si nécessaire, il est prêt à utiliser la force, l'énorme puissance de l'armée américaine. Donc je pense que ce message, pour le reste du monde, cela va bien au-delà de l'Iran, c'est extrêmement important. Permettez-moi aussi de souligner cet aspect de ce qui s'est passé. Ils sont descendus, l'Iran est allé sur le site après coup. Ils ont dit que c'était tellement dévasté et ils ont accepté quand ils ont vu ce que nous lui avions fait. Et franchement, si nous n'avions pas fait cela, ils auraient eu beaucoup de munitions pour continuer. Ils n'auraient pas accepté. Quelqu'un a soulevé ce point et 2 Iraniens sont descendus pour voir et ils ont rappelé en disant « cet endroit n'existe plus ». Donc, c'est juste des fausses informations de CNN qui n'a aucune audience. C'est une chaîne en échec. Y a-t-il quelqu'un ici de CNN d'ailleurs? Parce que vous êtes vraiment une chaîne honteuse. MSNBC, je pense, est en fait pire. Mais elles sont toutes assez mauvaises. Mais la tienne est bien, Cathy. Je te le dis. Tu sais à quoi Marc m'a fait penser? Il a vraiment fait du bon travail là-bas. Il y a 9 ans, j'ai dû débattre avec ce type. Ce n'était pas facile. Je pense qu'il s'est même amélioré. Quand tu étais dans ton petit truc, je me suis dit, c'est avec ce gars-là que j'ai dû débattre. Tu crois sincèrement que c'est facile de débattre avec ce type-là? De combien d'années le programme a-t-il été retardé par ces frappes? Des années? Je pense que c'est carrément des décennies, parce que je ne crois pas qu'ils le referont un jour. Je ne pense tout simplement pas qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont prendre leur pétrole. Ils vont avoir quelques missiles et ils auront une certaine défense. Je pense qu'ils en ont assez. Je veux dire, ils viennent de traverser l'enfer. Je pense qu'ils en ont assez. La dernière chose qu'ils veulent faire, c'est enrichir. Ils ont essayé de le faire. D'ailleurs, c'est difficile d'enrichir. Et vous savez, quand on regarde un site comme celui-là, c'est très, très difficile à construire. Vraiment très difficile et très coûteux.
Ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour essayer de faire ça et ils n'y sont pas arrivés. Et en fait, on s'entend très bien avec eux en ce moment. Mais si nous n'avions pas réussi ce coup a mis fin à la guerre. Ce coup a mis fin à la guerre. Je ne veux pas prendre l'exemple d'Hiroshima. Je ne veux pas prendre l'exemple de Nagasaki. Mais c'était essentiellement la même chose. Cela a mis fin à cette guerre. Ceci a mis fin à cela par une guerre. Si nous ne l'avions pas éliminé, il serait en train de se battre en ce moment. Monsieur le Président, si les Iraniens reconstruisent, est-ce que les États-Unis frapperaient à nouveau? Bien sûr, mais je n'aurais pas à m'en soucier. C'est parti pour des années, des années. Très difficile à reconstruire parce que tout s'est effondré. En d'autres termes, à l'intérieur, tout est effondré. Personne ne peut y entrer pour voir parce que c'est effondré. On ne peut pas aller voir une pièce qui a, vous savez, 10 millions de tonnes de roches à l'intérieur. Et les tunnels sont totalement effondrés. Mais ils ont reconstruit. Eh bien, ils ont déjà examiné les tunnels. C'était un coup incroyable réalisé par des pilotes de génie et des personnes de génie dans l'armée. Et ils ne reçoivent pas le mérite pour cela parce que nous avons des ordures. C'est dans ce groupe. Et ce n'est pas le cas de vous tous. Il y a d'excellents journalistes parmi vous, mais des ordures. CNN, des ordures. MSNBC, des ordures. Le New York Times, ce sont des ordures. Ce sont de mauvaises personnes. Ils sont malades. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de transformer cette victoire incroyable en quelque chose de moindre. Maintenant, même eux admettent que ça a été très durement touché. D'accord. Mais ce n'était pas le cas. Ça a été frappé brutalement et cela l'a anéanti. Le mot d'origine que j'ai utilisé, je suppose que ça nous a causé des problèmes parce que c'est un mot fort. C'était une oblitération. Et vous le verrez. Et cela va sortir. Israël est en train de faire un rapport à ce sujet en ce moment. Je comprends. Et on m'a dit qu'ils ont dit que c'était une oblitération totale. Vous savez, il y a des gars qui vont là-bas après le tir et ils disent que c'était une oblitération totale. Et vous savez, je ne le veux pas pour moi. Je le veux pour pilote. Je le veux pour l'armée. Travail remarquable. Si vous aviez été dans la salle de crise avec moi, avec les généraux et toutes les personnes qui ont fait un si bon travail, et ensuite ils se font rabaisser par ces idiots de CNN qui n'arrivent pas à faire d'audience, un endroit qui meurt. Personne ne veut perdre son temps à assister à leurs émissions. Alors ils forment le New York Times qui est en train de mourir aussi. Sans Trump, vous n'auriez pas de New York Times. Et puis, changeons de sujet et parlons de votre rencontre avec Zelensky plus tard dans la journée. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce dont vous pourriez discuter tous les deux? Non, eh bien, nous allons discuter de l'évidence. Nous discuterons de ses difficultés. Il a un peu de mal. Zelensky, le gentil garçon. Je veux dire, je vais le rencontrer aujourd'hui. Je ne sais pas. Je suppose que nous allons parler de l'Ukraine. Oui, on dirait bien oui. Y a-t-il absolument quelque chose de plus que vous pourriez faire pour nous aider dans cette situation? Eh bien, on va voir. J'ai beaucoup parlé à Poutine et il a en fait été très gentil. Il a proposé son aide, comme vous le savez, sur l'Iran. J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'aide en Iran. J'ai besoin d'aide sur la Russie. D'accord, j'ai dit, rends-moi un service. Aide-nous sur la Russie, pas sur l'Iran. Mais il a été très gentil. Nous allons en parler. Nous allons discuter. Je pense que des progrès sont en train d'être faits. Je pense que de grands progrès sont en train d'être faits à Gaza. Je pense que c'est à cause de cette attaque que nous avons menée. Je pense que nous allons avoir de très bonnes nouvelles. Je parlais à Steve Witkoff, qui, soit dit en passant, est formidable et qui en sait plus sur ce sujet que quiconque. Le sujet dont nous venions justement de parler, il était à l'antenne hier soir avec Jessie, Laura et Sean. Et alors, il a une Suzanne. C'est un sujet très intéressant dont nous avons eu l'occasion de discuter précédemment. Il a une excellente analyse à ce sujet. Il l'explique vraiment très simplement. Il est vraiment très compétent. Mais il m'a dit que Gaza était très proche. Monsieur le Président, il est impératif de reconnaître que dans certaines situations complexes et délicates, même une figure paternelle, investie d'une autorité bienveillante mais ferme, se voit parfois contrainte d'employer un langage particulièrement énergique et résolu. Cette nécessité découle souvent du besoin impérieux d'assurer la discipline, de garantir la sécurité ou de maintenir l'ordre au sein d'un groupe.
qu'il s'agisse d'une famille, d'une institution ou même d'une nation. L'objectif ultime de cette communication directe et parfois percutante est de s'assurer que les directives essentielles sont non seulement comprises, mais également scrupuleusement respectées, afin de guider chacun vers le chemin de la conformité et de la coopération pour le bien-être collectif et la stabilité générale. Il s'agit d'une approche délibérée, visant à imprimer une marque indélébile dans l'esprit des auditeurs, les incitant ainsi à adhérer pleinement aux principes et aux règles établies, garantissant une cohésion indispensable et une progression harmonieuse. Oui, je pense que nous devons rejoindre Alice. Oui, nous allons rejoindre un autre groupe. Oui, merci. Cathy, pourquoi ne le cites-tu pas? J'ai une question. Pensez-vous, elle est tellement douée? Merci, monsieur le président. Elle était très difficile avant, mais maintenant, elle s'est améliorée. Allez-y. Pensez-vous que la frappe sur le programme nucléaire iranien conduira à la libération des otages à Gaza? Je pense que cela a un peu aidé. Cela a montré beaucoup de puissance. Oui, je pense que cela a aidé, mais nous allons y arriver séparément. Même avant cela, nous étions très proches de conclure un accord sur Gaza. Je pense que cela a aidé. Oui, d'accord. Merci, Kevin. Merci à tous. Merci à vous. Merci, mon pote. Merci à tous. Bon travail. Non, mieux. Vraiment, il a fait un très bon travail aujourd'hui. Nous étions de véritables amis dès le tout premier jour de notre rencontre, et cela a continué ainsi.